Fatouma, Cassandre, vous êtes de l'Alliance citoyenne. Merci d'avoir accepté de faire cette audition pour que celles et ceux qui nous regardent puissent découvrir l'activité de l'Alliance citoyenne et pouvoir qu'elles puissent aussi écouter l'échange qu'on va avoir sur la démocratie, sur l'implication et le pouvoir des gens qui vivent dans leur quartier et qui en ont marre peut-être que les décisions se fassent sans eux contre eux. Est-ce que tu peux me raconter l'Alliance citoyenne? D'abord, toi, comment tu as rencontré l'Alliance citoyenne? Écoutez, l'Alliance citoyenne, comment j'ai rencontré une organisatrice dans le cadre d'une porte-à-porte. Ouais. Donc l'Alliance citoyenne, je voyais des affiches, mais je les survolais. Ouais. Donc je ne prêtais pas attention. Et un jour, d'ailleurs c'est Cassandre, que vous avez en face de moi, il est venu toquer chez moi. C'est toi qui as toqué à la porte de Fatouma. Qui a toqué chez moi et qui m'a expliqué un peu ce que faisait l'Alliance citoyenne, en quoi cela consistait. Ouais. Donc elle m'a très bien expliqué et je me suis retrouvée dedans en fait. Et j'ai dit pourquoi pas. Parce qu'elle m'a parlé un peu des combats que l'Alliance a menés et que finalement que j'ai pu bénéficier en tant que locataire. Et je ne sais pas d'où ça venait, quoi. Et du coup, ça m'a réveillé ma curiosité. Et j'ai voulu en connaître plus. Donc, j'ai participé aux interquartiers, aux assemblées. Et je me suis retrouvée dedans. Et j'ai adhéré. Et alors, tu peux me donner un exemple de bataille que vous avez menée dernièrement avec l'Alliance citoyenne dans votre quartier? Dernièrement, la bataille que nous avons ramenée, c'était sur les régules de charge que les locataires ont reçues en novembre dernier. Donc, alors, c'est quoi les régules de charge? Alors, certains locataires ont reçu des régules de charge à payer, des factures à payer d'une somme astronomique, qui peut aller jusqu'à 1 400 € au-delà. Waouh! Ouais. Et donc, c'est des charges dues au chauffage en général, mais les habitants, enfin, les personnes qui ont reçu ces factures-là se sont révoltées parce qu'ils n'étaient pas trop d'accord à ce que eux ont des régules de charge astronomiques, alors que le voisin d'à côté ont plutôt des remboursements. Donc ils ne comprennent pas pourquoi cette injustice en fait, parce qu'ils l'ont vécu vraiment comme une injustice. Donc on s'est retrouvés, l'Alliance citoyenne a informé d'abord les locataires de ce qui se passait dans le quartier. Donc toi, tu as fait quoi? Tu as fait du porte-à-porte à ton tour, comme Cassandre? Il y a eu des porte-à-porte, donc les organisateurs professionnels comme Cassandre ont envoyé aussi des messages, des SMS, donc les boîtes mail aux membres, et après le bouche à bouche. Ouais, bouche à oreille. Voilà, le bouche. Le bouche à oreille, désolé, a fait son travail, et du coup on s'est retrouvé une 50aine de personnes devant le village. Ah oui, donc vous avez fait du porte-à-porte, les SMS, et vous avez dit, ça suffit, on n'est pas d'accord, on va aller devant le bailleur social. Et puis demander des explications de comment cela se fait. Alors ça se passe à Aubervilliers. Et c'est super intéressant parce que des bastons comme ça sur Paris, à la fois il y en a, et à la fois il y en a besoin dans pas mal d'endroits. Ouais. Voilà. Et alors du coup, quand vous êtes à 50 devant le bailleur social... le bailleur social nous a reçus. Ouais. Donc, nous a reçus et nous a écoutés. Et après, on a réussi à négocier, parce qu'ils nous ont gelé ces régules de charge, le temps de trouver une solution, en fait. Donc, cette solution, il y a quelques semaines, ils ont envoyé une lettre d'information aux locataires concernant, en leur disant que les régules de charge étaient plafonnées à hauteur de 300 €. Ah, c'est quand même déjà beaucoup moins que la somme 1400, c'est ça? Certains de 300, de 1400 à 300, ouais. Voilà, donc c'est ce qui est une belle avancée. Et pour que ça se reproduise, ils ont décidé d'augmenter les charges à hauteur de 30 €. Mais pour tous les locataires de l'ensemble des bâtiments que ce bailleur gère, ou là où il y avait eu une bataille? Non, de tous ceux en fait qui ont eu une règle de charge excessive. En fait. D'accord. Tous les locataires concernés en fait, par la règle. Pas pour ceux qui avaient un remboursement ou qui n'étaient pas concernés. Donc, ils ont envoyé cette information. Les habitants ont dit c'est très bien, mais ils ne comprennent toujours pas pourquoi ils payent quelque chose qui ne consomme pas en fait. Parce que là, c'était une énergie qui ne consomme pas. Ah oui. Parce qu'avoir 1 400 € la famille d'à côté, avoir un remboursement, ils ne consomment pas cette fois 6 fois plus d'énergie que le voisin d'à côté. Ben oui, donc ça restait pas clair quoi. Il y avait quand même toujours un loup quoi. Voilà, toujours un souci. Donc rebelote, donc l'Alliance s'est encore mobilisée, à informer les gens. Et on s'est retrouvé un matin encore une 30aine de personnes devant l'OVH.
Rebelote. Voilà, rebelote. Et qui nous ont encore reçus. Ils nous ont reçus, écoutés et proposé une réunion d'information publique avec les locataires concernés où tout le monde pouvait parler du problème et trouver une solution ensemble en fait. D'accord. Et la date de cette réunion, on l'attend. On est en attente. Donc la bataille continue. Voilà, elle continue. Mais ça donne un exemple concret. Un exemple concret. Ouais. Donc en fait, l'Alliance citoyenne, elle aide les gens à s'auto-organiser et à défendre leurs droits. Mais alors c'est que sur des questions de locataires par rapport aux bailleurs ou ça peut être sur d'autres sujets? Non, ça peut être d'autres sujets. Là, principalement, on parle beaucoup de locataires parce que c'est là où il y a beaucoup de problèmes. Mais après, l'Alliance citoyenne, elle peut être dans différents fronts en fait. Ce n'est pas uniquement les locataires en fait. Il peut y avoir d'autres batailles. Alors, Cassandre, tu m'avais d'ailleurs donné un exemple d'une bataille avec des histoires de PV, de PV, de faux PV sur des voitures de policiers. Tu peux nous raconter 2 secondes? Alors, le problème, c'est que il y avait déjà pas suffisamment de place de parking par rapport au nombre d'habitants du quartier. Mais en plus de ça, les voitures du commissariat qui étaient dans du quartier, quoi, se garaient sur des places, soit se garaient mal, donc empêcher les sorties des parkings, soit se garaient sur les places des gens. Et donc au bout d'un moment, vraiment les gens ils en pouvaient plus. Et donc on s'est réunis en assemblée, on a décidé collectivement de faire quelque chose. Là en l'occurrence, notre interlocuteur, celle qui pouvait changer les choses, c'était le commissaire de police. Et donc il fallait faire réagir le commissaire de police. Et on a fait quelque chose de très drôle, c'est qu'on a mis avec un petit collectif d'habitants des PV sur les voitures des flics, avec les gens qui jouaient le jeu en faisant les voix de flics, en disant bah dis donc. Je vais vous mettre une petite verbalisation, et donc tout qui verbalisait, ils mettaient le faux PV sous l'essuie-glace des voitures de police, quoi. Voilà. Donc en fait, dès qu'on met de l'humour dans une bataille, dans un rapport de force, ça fédère et ça marche mieux, quoi. Hein. Ça aide. Parce que en fait, on prend aussi du plaisir à le faire. Ça change la vie, c'est des choses qui nous mettent en colère, donc on se bouge, on va dans le froid, on va tout ça. Mais en plus de ça, c'est rigolo, et donc on a envie d'y aller, on a envie de ramener les gens. Donc vaut mieux que ce soit... Enfin, c'est mieux tout cas s'il y a un peu d'humour. On a eu l'expérience comme ça dans le 18e d'habitants qu'on avait ras-le-bol parce que leur bailleur ne faisait pas les travaux nécessaires, et du coup c'était vraiment des appartements passoires énergétiques. Donc ils caillaient, ils avaient froid, et il fallait vraiment changer les fenêtres, il fallait vraiment que ça change. C'est pas possible qu'en plus il y avait des factures d'énergie qui étaient c'est anti-écologique et très cher, et donc du coup ils se sont organisés et ils ont mis des bonnets, des grosses écharpes, ils ont pris les sacs de couchage, des couvertures, et ils sont allés comme ça dans le local du bailleur social Paris Habitat avec et ça a eu son impact avec des chants de Noël. C'est pas possible, on a trop froid chez nous, donc on vient se réchauffer chez vous. Mais c'est vrai que ça marche. Alors il y avait les élections de locataires, hein. Du coup vous y avez participé? Oui, l'élection des locataires, on y a participé parce que l'association L'Alliance a proposé une liste, et du coup on a travaillé sur cette liste. On a fait comment on sait faire, porte à porte, explication, et du coup ça a très bien fonctionné parce qu'on a eu un siège au conseil d'administration. C'est bien. Non, mais ça c'est vraiment important d'essayer de pousser à ce que maximum de locataires qui s'impliquent dans les élections de locataires, que ce soit avec l'Alliance citoyenne, avec les associations locataires, avec tous les mouvements possibles, mais pour que une implication forte, quoi. J'avais un autre sujet sur lequel j'aurais aimé vous entendre. Beaucoup de municipalités ont développé des outils de démocratie dite participative. Tout le monde depuis longtemps dit qu'il y a une crise de la démocratie représentative. D'ailleurs le mouvement Gilets jaunes depuis le 17 novembre, que moi je soutiens, porte la question non seulement de l'urgence sociale, mais aussi de la question démocratique, quoi, où on a le sentiment que les politiques se font bien souvent sans le peuple et contre le peuple. Et vous, au niveau de l'Alliance citoyenne, vous parlez beaucoup de démocratie d'interpellation. Est-ce que vous pouvez un peu m'en dire plus sur
ce concept quoi, que vous défendez, démocratie d'interpellation, qu'est-ce que ça veut dire pour vous? D'accord. Bah, tout d'abord, nous, la démocratie participative, on trouve que c'est quelque chose qui est très bien, mais le problème, c'est que les gens, en général, sont consultés sur des choses qui sont futiles, en fait, ou qui sont d'une réponse évidente. Ouais, ou qui sont déjà décidées. Voilà, ou bien qui sont déjà décidées. Donc, c'est pour ça qu'on préfère plus que les gens soient questionnés sur une démocratie d'interpellation, où c'est un travail qui est plus en amont, en fait. Ouais. Un travail qui est fait en amont. En fait, on part plus du bas pour remonter vers le haut, que pour nous, démocratie participative, c'est plus le haut, en fait. Qui décide et qui consulte le bas. Ouais. Donc, partir de la colère des gens et qu'ils puissent, eux, interpeller sur leurs problèmes et trouver une solution, que plus le haut qui crée des problèmes et que les gens se révoltent. C'est cette optique-là qu'on défend. En fait. D'accord, ouais. La démocratie d'interpellation. Donc ça veut dire permettre vraiment aux citoyens, aux citoyennes de pouvoir interpeller les décideurs. Quoi. Voilà. Mais du coup, est-ce qu'il faut repenser les instances? Est-ce que c'est par le biais des instances que ça se joue, ces choses-là? Ben, écoutez, par le biais d'instances, je pense que les habitants ou les locataires, je parle beaucoup de locataires parce que nous on travaille souvent avec les locataires, c'est le mot qui revient le plus souvent, s'organisent, déjà par le biais de l'Alliance citoyenne, s'organisent, donc on des porte-parole en général et pas souvent par l'Alliance qui regroupe les problématiques et comme je vous l'ai expliqué tout à l'heure, toutes les actions qui sont menées sont d'abord consultées en assemblée générale, donc c'est les habitants qui décident des actions à mener et qui ensuite interpellent les personnes concernées en fait. Oui, donc en fait, ce qui est important, c'est pas forcément de repenser d'autres modes d'instance, mais que quand les habitants décident de se dire, bah voilà, nous on s'est rassemblés par rapport à tel problème et on veut être entendus, c'est surtout que les élus, les décideurs, changent leur état d'esprit et puis soient en capacité d'écouter et de se dire, bah voilà, s'il y a plein de gens qui sont là, rassemblés, qui sont 20, 30, 40, 50 à s'être regroupés sur un problème, il faut peut-être s'asseoir et les écouter, quoi. Donc c'est plus un état d'esprit finalement plus important que démultiplier des nouvelles instances, quoi. C'est ça, de légitimer les revendications des habitants qui ne sont pas forcément dans les intérêts de la mairie, parce qu'ils demandent souvent plus d'argent ou justement des changements de politique. Si les citoyens, les habitants décident d'à ce moment-là se saisir et d'interpeller leur mairie ou leur bailleur ou caisse, ça veut dire quelque chose qui est important et qu'il y a quelque chose qui est mal fait. Donc il faut qu'ils apprennent à faire des compromis, qu'ils apprennent à écouter les contre-pouvoirs, à laisser les contre-pouvoirs se mettre en place, enfin toutes ces choses-là, quoi. D'ailleurs, je vais rajouter que ce qui est bien, il faut que les mairies ou les pouvoirs en place arrivent à faire la différence entre contre-pouvoir et parti d'opposition. Parce que nous, on pense que l'amalgame, elle est vite fait. L'Alliance citoyenne n'est pas une partie d'opposition. C'est un contre-pouvoir, donc qui est là, qui est une sorte de porte-parole entre les habitants et les différentes instances, et que ça serait bien qu'ils soient écoutés, non seulement pour question de cohésion sociale, et pour éviter la frustration des personnes en fait avec leurs problèmes. Oui, parce que finalement, souvent quand il y a une mobilisation comme ça qui se crée dans un quartier et que les gens viennent voir les élus, parce que c'est eux qui ont le pouvoir de décision, souvent le rapport des élus c'est dire, oh là là, mais vous êtes instrumentalisés par l'opposition, vous contestez ce que nous faisons, et donc on se retrouve dans ce fight, alors qu'à un moment donné, il faut accepter qu'il y ait des contre-pouvoirs citoyens qui viennent, qui interpellent, et on essaie de voir, avec les contradictions qui peuvent être ceux des élus, que ce soit leurs priorités, que ce soit leurs problèmes budgétaires, de choix, mais qu'il puisse y avoir un échange. Mais ça veut dire qu'il faut aussi que les citoyens puissent, à un moment donné, savoir qu'ils peuvent être entendus et qu'ils peuvent modifier une décision. Faut qu'il y ait du répondant derrière, parce que sinon, tu vas une fois, deux fois, trois fois, la tension elle monte si on ne les écoute pas, quoi. C'est sûr, la tension elle monte, la frustration s'installe, et du coup ça crée un écart entre l'administration et ses citoyens. Et du coup il y a une incompréhension totale, ça devient un dialogue de sourds en fait.
Alors que souvent, avec la démocratie participative, c'est le politique qui choisit ce sur quoi on consulte les citoyens. Généralement sur du superficiel et pas sur de l'essentiel. Et puis, on les occupe par ça. Et quand tout d'un coup, il y a une colère, là, il faut ouvrir la porte. Parce que sinon... sur cette question de démocratie d'interpellation, moi, il y a quelque chose qui me préoccupe beaucoup, c'est la place et le rôle des associations. Parce que les associations, alors que ce soit l'Alliance citoyenne, mais plein d'associations, et à Paris, on a énormément d'associations, elles peuvent constituer des contre-pouvoirs, mais du coup, il faut garantir leur indépendance, quoi. Quels sont les leviers en termes de politique municipale pour garantir que ces contre-pouvoirs soient respectés? Vous avez des suggestions là-dessus, des préoccupations fortes? Préoccupation forte, bien sûr, nous, je prends le cas de l'Alliance citoyenne, nous sommes totalement indépendants des politiques, c'est-à-dire on n'a pas de subvention de notre mairie, on n'a aucune participation d'aucun, comment dire... Oui, votre local ne dépend pas non plus de la mairie, donc on ne peut pas vous faire un chantage, abandonner cette lutte, sinon on ferme les robinets des subventions. Non, on est totalement indépendante. Ouais. Parce que moi, une question qui me préoccupe, c'est le collectif des associations citoyennes. Elle porte une revendication qui me semble très importante, qui est de dire, pour préserver la liberté associative, et donc quelque part, moi je le pense aussi comme un contre-pouvoir potentiel, les subventions aux associations doivent redevenir des subventions de fonctionnement et triennales, c'est-à-dire garanties sur 3 ans et pas des appels à projets ponctuels où c'est vraiment du coup le politique qui commande aux associations sur quoi est-ce qu'elles vont bosser. Et ça me semble important pour les défendre. Complètement, parce que alors nous, on n'a pas ce problème-là, mais il y a plein d'associations avec qui on travaille, ou qui font la même chose que nous, ou qui font des choses sensiblement comme nous, qui se font vraiment réprimer. C'est de la répression par des retraits de subventions, des retraits locales, mais où on va ensuite les traîner en justice par rapport à des choses comme ça. Enfin, ça peut vraiment aller loin en termes de répression. Et c'est pour ça qu'il y a une initiative qui s'est lancée là en janvier sur d'ouvrir une sorte d'observatoire de la répression associative pour recenser et aussi donner des outils, parce que c'est pas juste on se plaint tous ensemble, mais c'est quel outil qu'on peut avoir et donc qui sont en train d'être élaborés, ou plus il y aura des problèmes qui sont les mêmes, plus on essaiera de travailler sur des outils, mais en fait d'avoir un truc national comme ça qui montre à quel point est-ce que la répression associative elle est là, elle existe, et d'essayer d'aider ces associations-là. Moi, ce qui me semble important, c'est que on devrait pouvoir aussi garantir, en tout cas moi je vois ça sur Paris, dans chaque arrondissement, garantir beaucoup plus d'espace pour faire des réunions associatives, parce nous on a un vrai déficit, je ne sais pas comment ça se passe à Aubervilliers, mais à Paris, on a des maisons d'association avec des locaux où les associations peuvent réserver des salles pour se réunir, mais généralement c'est des petites salles, quoi. Dès qu'on veut faire une réunion plus grande, où on dépasse les 50 personnes, il y a très peu de lieux, ou alors ça coûte cher, ou alors ça dépend de la mairie, donc il faudrait vraiment qu'il y ait des lieux gérés si possible par associations et citoyens pour que justement le politique ne puisse pas décréter ah non, telle association ne pourra pas faire sa réunion, pour que justement des citoyens dans un quartier puissent s'auto-organiser de manière plus libre sans que ça dépende de l'ordre du jour des conseils de quartier, de toutes les instances ou du bon vouloir de la mairie. Je pense que vraiment l'accès à des salles, si possible autogérées par les citoyens et les associations, me semble important. La question des subventions, on en a parlé. Là, vous parlez de cet observatoire, c'est très intéressant. Il y avait aussi une revendication, j'espère que je la défends pas trop, mais de fonds de la contre-expertise citoyenne ou du fonds citoyen, du fonds d'initiative citoyenne qui avait été porté par le collectif Passe en nous, qui me semble intéressante, qui est de dire, si des habitants sont en train de se mobiliser contre un projet d'urbanisme, je sais que vous êtes sur une bataille par rapport à l'ANRU, où vous ne voulez pas qu'il y ait un grand déménagement du quartier, que grosso modo les gens avec les plus petits revenus soient expulsés. Bon. Parfois on a besoin d'une contre-expertise avec des urbanismes ou des avocats, ou bien on a besoin d'acheter des pancartes, du bois, ou j'en sais rien, mais enfin des fois
on s'auto-organise, j'imagine que vous vous cotisez et tout, mais bon, des fois ça peut être sur des sommes un peu différentes, quoi. Bon. Qu'il y a un fonds comme ça, qu'est-ce que vous en pensez de cette idée d'un fonds de contre-expertise citoyenne, géré par les citoyens, mais abondé par le politique, quoi, hein, pour que les citoyens puissent aussi avoir le droit de se défendre, quoi. Ouais, un lobby citoyen. Pour contrer les gros lobbies, de l'immobilier, les grandes surfaces. Ouais. Les Veolia. Ah oui, parce qu'ils sont très, très forts là-dessus. Bon, la démocratie d'interpellation, hein, pour pouvoir permettre vraiment aux citoyens de s'auto-organiser, d'être entendus. Ça permettrait de changer un peu les éléments du débat entre démocratie représentative et démocratie participative, qui quand même bien souvent est instrumentalisée par la démocratie représentative et cantonnée. Vous avez des choses à rajouter? Moi, c'est bon. Écoutez, moi, c'est bon. Donc, moi, écoutez, moi, dans le cadre de l'Alliance citoyenne, moi, c'était vraiment ça qui me tenait à cœur, c'est que les gens fassent vraiment la différence entre parti d'opposition, contre-pouvoir, et démocratie d'interpellation, c'est le bas qui vers le haut, et non la démocratie participative, où c'est le haut vers le bas. Qui décide sur quoi ensuite le bas. Voilà, c'est vraiment très important. Et écoutez, en tout cas, l'Alliance citoyenne, il faut qu'elle fasse des petits, et il y a déjà d'autres projets avec d'autres histoires associatives et citoyennes dans Paris, où il y a des gens qui s'auto-organisent pour justement faire pression, soit vis-à-vis des bailleurs, soit vis-à-vis des mairies d'arrondissement, pour faire avancer des projets. Mais je pense que le plus important, c'est bien prendre conscience que les citoyens peuvent s'auto-organiser pour défendre leurs droits et que les choses, elles peuvent changer. Absolument. Voilà. Et on va continuer avec plein d'autres auditions de collectifs, de citoyens, d'associations. Merci à vous, l'Alliance citoyenne, et bon courage. Merci. Salut.